je vous propose d'intervenir, de poser vos questions de compréhension. Je suis vraiment touché par cette histoire de Paul. Et une chose qui est claire pour moi, il y a beaucoup de compétences dans comment avancer dans ce travail avec lui. Mais ce que j'ai remarqué tout au début, c'était le fait qu'il n'y avait pas la contamination de tout ce qui était entendu à son sujet. Attention avec lui, il est grand, il est fort et tout ça. Et je pense qu'une des choses qui est le plus difficile, c'est la contamination qu'on a. Il y avait l'idée aussi qu'on a cette alliance qui est influencée par les autres patients ou les autres collègues et tout ça. Donc la contamination qui est possible là, le carapace du patient et tout ça, mais surtout des collègues. Je trouve que ça, c'est souvent un problème. Et ce serait quelque chose un peu à côté peut-être, mais comment vous faites pour, plus que ne pas se faire contaminer par les collègues, comment vous faites pour arriver, peut-être, parce que j'imagine que c'est le cas, de faire que les collègues arrivent à voir ce petit Paul derrière le carapace? Attends. Non, mais je... Je crois que je ne suis pas plus gaillarde que les autres. Parfois, j'ai franchement la trouille, hein, mais je me fie beaucoup à ce que je ressens. Alors ça, c'est un truc, si j'ai peur, je me laisse la sentir, la toucher de près. Et par ailleurs, j'ai pas trop le choix parce que dans des situations difficiles, les collègues comptent sur moi. Voilà, dans les équipes, il y a on était deux anciens, comme on nous appelle, ou des seniors, comme on nous appelle quand on est aux urgences. Voilà. Et du coup, là, c'est vrai il y a nécessité d'y aller, et du coup, peut-être que aussi, ça fait qu'on trouve, une inventivité, ou je sais pas. Et après, je me mets le plus en phase possible avec la personne que j'ai en face de moi. J'ai travaillé pendant plus de 30 ans avec des patients adultes, et j'avais très peur de travailler avec les enfants parce que j'avais peur d'être débordée, et au fond c'est pas tellement différent finalement, si ce n'est que les enfants nous touchent physiquement beaucoup plus et qu'on les attrape à bras le corps, mais au fond voilà, moi je suis en résonance, et je pense que c'est parce que je me laisse aller à cette résonance que j'ai pas peur de ça par contre, et que ça me permet justement d'être au plus près au plus près de quelque chose qui sonne juste. Enfin, voilà, je ne sais pas si ça répond et si c'est très juste ce que je vous raconte. Pour les histoires de contamination, un patient comme ça qui utilisait beaucoup le mécanisme d'identification projective m'a expliqué des choses à partir des chevaux. C'était quelqu'un qui avait fait de l'équitation et puis s'est massacré le dos, donc il a dû renoncer à faire de l'équitation. Il me disait que les chevaux ne nous voient pas tels qu'on est. Les chevaux nous voient, quand on est face à eux, comme si on faisait 4 à 5 mètres de haut. Et donc, chaque patient comme ça, je me dis qu'il me voit, et c'est normal qu'il ait peur. C'est pas vraiment une question, c'est plus une impression par rapport à ce que vous avez dit sur les maladies d'Alzheimer et sur l'alliance thérapeutique. Enfin, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, le lien avec ces patients-là. Enfin, moi, je ne suis pas un spécialiste de cela.
Mais je me disais qu'effectivement, l'alliance thérapeutique dont on cite souvent à travers nos livres et notre culture est souvent liée à la parole, en l'occurrence. Alors que la maladie d'Alzheimer, la parole, le sens de la parole n'est plus là. Et l'expérience que l'on a, c'est ça là ma question, c'est qu'on voit qu'il y a une alliance néanmoins qui se fait avec ces patients dans les services hospitaliers, non pas sur la parole, mais plutôt sur le corps. On a des fois cette impression que selon qui va s'occuper des patients alors que le patient n'est pas bien, c'est plus le corps, l'image qui est véhiculée, qui va créer une alliance, entre guillemets, qui permettra le soin. Alors le soin large, hein, je ne suis pas dans une démarche psychothérapeutique, là, vraiment large. Et puis que ça se passe plus sur une histoire qui appartient au patient que la rencontre entre deux individus. Je vous entends un petit peu par rapport à ça, sur cette image corporelle que le patient identifie chez l'autre et qui crée ce lien, en fin de compte. Oui. En effet, je crois que vous avez raison. Une bonne partie, enfin, le langage est bien sûr très, très troublé chez les patients déments, à tel point que parfois il est assez... Enfin, c'est intéressant de leur parler avec, je dirais, deux mécanismes qui sont assez simples. Je retrouve bien ce que vous disiez à propos du ressenti. Moi, j'attribue ça un peu aux neurones miroirs. Hein. Ça vous dit quelque chose, de neurones? Enfin, oui, bien sûr. Qui fait que l'on ressent ce que l'autre ressent. Qui fait que l'angoisse de l'autre, la tristesse de l'autre, même si elle n'est pas dite, elle est ressentie. Enfin, je la ressens comme telle. Enfin, c'est ce qui fait que le cinéma marche bien. Hein. Enfin, c'est pour ça qu'on est triste au cinéma ou qu'on est content. Mais ce mécanisme-là, alors qui a une certaine importance dans la relation interpersonnelle, bien sûr, mais au moment où on est avec des patients qui n'ont pas la parole, je dirais se laisser imprégner de ce ressenti de l'autre par vraisemblablement le mécanisme des neurones miroirs. En tout cas, je trouve que ça explique assez bien ce qui se passe comme ça, est extrêmement précieux. Alors pour autant, évidemment, qu'on ne se laisse pas engloutir dans le maelstrom et qu'on garde, et c'est peut-être là une partie qui est la partie métier finalement, on garde un regard critique et une partie de soi qui non seulement ressent, mais pense à ce qui se passe. Hein, j'entends, évidemment, c'est la partie qui vous permet, avec Paul, d'être pas juste dans le ressenti de l'angoisse et du mal-être, mais dans l'attitude aidante. Et ça, c'est une première chose. Et puis l'autre chose, je crois que, en effet, le toucher, enfin, on dit énormément, en tout cas aux médecins, on dit beaucoup qu'il ne faut pas s'asseoir sur les lits des malades. Je pense que c'est faux. Je pense qu'il faut s'asseoir sur les lits des malades, en prenant garde certainement de ne pas être envahissant, ou etc. Enfin, en prenant garde de qu'est-ce qui se passe en face. Mais je crois que le toucher, je crois que le fait d'être proche est extrêmement important. Enfin, il y a une fille de patiente Alzheimer qui disait que sa mère la sentait. Sentait son odeur un peu comme un enfant sans l'odeur de sa mère. Enfin, j'entends. Et que ce type-là de relation, je pense que si on arrive à y avoir accès, en tout cas comme proche, et aussi comme soignant, sous d'autres formes, a du sens. Je pense aussi qu'une catégorie de soignants qui, en tout cas pour moi, est parmi les plus précieux dans un EMS de psychogériatrie, c'est les aides-soignants, justement. C'est principalement des femmes qui le font, qui s'occupent des soins du corps tout à fait basiques, de la propreté du corps, et que ces dames ont beaucoup de choses à nous dire, je pense, et à nous enfin, c'est des ambassadrices et des traductrices de cette espèce de langage non verbal que les patients nous donnent et qu'il faut, c'est vrai, désespérément essayer non pas désespérément, mais enfin, de manière répétitive, essayer de comprendre et d'interpréter en étant bien au clair que, ma foi, des fois on interprète des choses faussement et que des fois on ne comprend pas la langue qui nous est dite en face. Ben, ça, c'est comme ça. Oui. Je crois que la traduction, c'est nursing. Ouais. Ouais.
en tant qu'infirmier, ça fait partie de... Enfin, le premier truc qu'on doit faire, je crois que c'est de tous ces soins du corps, ce que font les aides-soignantes maintenant, mais nous on fait de la recherche, on ne peut pas tout faire. J'avais une petite citation pour Marie. Je cite: seuls les fêlés laissent passer la lumière. Et puis, une autre chose qui... Enfin, je ne sais pas si vraiment c'est une question, mais je me disais qu'il y avait en tout cas une association entre ce qu'on a entendu hier soir avec les sentiments de vide des patients borderline. Je me disais peut-être aussi le vide de la démence. Il y a quelque chose que vous avez évoqué. Et je me disais... est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là qui interroge l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire le vide ou l'écart qui se trouve entre un patient et un soignant, et c'est là où la question, au fond, se pose, et pose aussi la nécessité d'une stratégie comme vous l'avez montré, et aussi comment vous avez montré qu'elle est jamais établie pour toutes, mais qu'elle est dans quelque chose de dynamique. Là, je trouve que c'est une difficulté qui est générale à toutes les prises en charge avec les patients, c'est de ne pas se planter. Avec Paul, évidemment, je l'ai grossi ce truc-là, parce qu'il était tellement dans notre désir. La tentation, elle est grande d'essayer de remplir ce truc-là et de faire à sa place. J'imagine avec ces personnes âgées aussi qui sont en maison de retraite, pour qui on fait des projets, des machins, on leur demande même pas leur avis. Les mômes, c'est vite fait de leur faire des projets, enfin on fait des projets pour eux. Et du coup, c'est ça, je trouve, qui est très très difficile. Et avec Paul, c'était ce qui était... c'était ce qui nous agaçait le plus, quoi. C'était de pas réussir, et je sais pas s'il y arrivera en tout cas, de penser les choses à sa place, de faire des choses dont il n'ait pas envie et qui nous réclament pour nous faire plaisir, parce qu'il s'imaginait que ça devait être un projet qui allait nous plaire, quoi. Je trouve que c'est ça le plus difficile. Mais quels que soient les patients, on peut tomber dans le panneau. Moi, je voulais juste, par rapport justement à cette présentation de Paul que je trouvais remarquable, et surtout aussi comme vous avez un peu présenté cette approche d'abord dans un premier lieu, puis après vous passez dans l'arrière-pièce, et je me disais par rapport à cette résonance de sentir à quel moment la peur l'emporte, ou à quel moment la confiance s'instaure en quelques minutes finalement. Et puis je me disais, mais qu'est-ce qui, quand vous parliez de cette résonance, ça m'a fait tout d'un coup écho à ce que disait Vincent Estelon hier soir quand il parlait de son patient Gaël, où à la fois il nous expliquait que, au fond, dans une posture plus classique, psychanalytique, il pourrait rester de longues minutes à rien dire à son patient, quitte à pouvoir aussi engendrer quelque chose de l'ordre d'une persécution, d'un sentiment de persécution ou d'autres choses. Et puis d'un coup, vous m'avez surpris, vous avez dit, une ou deux fois, je me suis mis devant lui, devant la porte, en lui empêchant de partir, de sortir du cabinet. Ce qui était aussi, vous avez bien évidemment repéré vous-même quelque chose qui était très fort par rapport à la posture plus classique. Et puis je trouve qu'il y a quelque chose de très similaire, au fond. Qu'est-ce qui fait... À quel moment, tout d'un coup, un patient qu'on connaît peut-être depuis, alors là, c'était pas quelques minutes, mais qui fait que vous étiez dans une posture où vous n'arrêtiez pas de nous décrire très finement le processus, vous mettez de côté, vous laissez l'espace, et puis finalement, vous acceptez quelques minutes après d'aller dans l'arrière-boutique, si j'ose dire, avec lui, et puis d'accepter un risque. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça qui montre qu'on n'arrête pas d'y réfléchir, mais qu'on est toujours un petit peu en train de sentir à quel moment on peut se permettre ou pas de laisser un peu la peur, enfin de laisser de la place à autre chose que de la peur, et puis je vais juste peut-être vous entendre là-dessus aussi. Mais je crois que je dirais pas mieux que ce que vous avez dit, c'est-à-dire que c'est vraiment au bout d'un moment, l'expérience, le métier fait que on se fait confiance. Moi, c'est un truc que je n'arrête pas de dire aux étudiants.
Faites-vous confiance, écoutez-vous. Voilà. Après, ils n'ont pas notre métier. OK. Donc, il faut qu'ils prennent peut-être quelques précautions. Mais n'empêche que la première chose, c'est quand même ça, d'écouter ce qui résonne. Et je pense qu'il y a un moment, c'est pas forcément réfléchi. J'imagine que quand Vincent se lève, se met devant la porte, là, il sait que c'est ce qu'il faut faire. Enfin, j'imagine. Moi, il y a un moment où je vais surjouer le truc. Je vais faire de la comédie. Mais alors, je vais en faire 3 tonnes. Où je ne vais plus bouger. Mais ça, je pense qu'il y a d'une part ce qui résonne de l'autre. Alors bon, moi je connaissais pas l'histoire du neurone miroir, mais bon voilà, moi j'appelle ça la résonance, mais aussi ouais, le fait que on se fait confiance et que là il y a quelque chose qui s'impose à nous. Ça doit être, c'est ça, c'est juste, pouf. Je ne sais pas quoi répondre de plus. Enfin, je ne sais pas, il y a peut-être dans la salle, ça doit vous parler, ces moments-là. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que tout ne peut pas être calculé tout le temps. Non. Moi, ce serait chiant. Ah oui. Non, Ce qui est important, c'est d'expérimenter à partir d'une base de choses qu'on a déjà faites, mais d'aller plus loin que ce qu'on a déjà fait. Autrement, on est nous-mêmes dans une sorte de répétition. Oui, c'est peut-être pas une question, mais alors plus un pas de côté, parce que grâce au lapsus, je me disais que pour essayer de comprendre cette histoire de l'alliance thérapeutique telle que j'ai essayé de la comprendre, puisque au départ, c'était pas du tout évident de me l'approprier. La positivité de l'alliance me donnait un peu d'urticaire. Et en entendant Régis, je me disais que peut-être qu'on était passé d'une méthode, ou de la compréhension de la méthode analytique comme hiératique et imposée, comme Dieu, comme tu disais, et que c'était difficile de se l'approprier. En tout cas, c'était tout un travail pour se l'approprier, et la compréhension qu'on pouvait en avoir était problématique. En pensant quand même que Freud, au départ avec les hystéries, il a fait l'hypothèse que les hystériques, elles étaient folles du médecin. Il ne faut pas oublier la question du transfert. On en parle peu, alors qu'on parle de beaucoup d'alliances, mais quand même, la question du transfert et la question des projections multiples et réciproques, ça s'inscrit dans ce travail de l'alliance. Alors je me suis demandé si au fond l'alliance c'était comme le côté besogneux qui avait l'air d'être exclu de la hiératique analytique. Comme si la méthode, on l'interrogeait jamais, comme s'il n'y avait pas de technique dans l'analyse. Alors peut-être que je caricature un peu, voilà, je vous laisse réagir. Et puis je voulais dire à Pierre que la citation de Bobin m'a beaucoup touchée, parce qu'il pose la question de la dissymétrie. Le père et l'enfant et l'inversion et le retournement et le savoir du fils qui, à un certain moment, peut contenir et le père et le fils. Et peut-être que dans le modèle que vous proposez avec le patient dément, il y a quelque chose, on en parlait tout à l'heure à la pause, qui peut la peur nécessaire, la peur vitale, la peur indispensable devant le patient dément, devant l'adolescent débordant. Peut-être que cette peur-là, elle peut s'apprivoiser à partir du moment où ce savoir, c'est un savoir qui contient quelque chose de l'autre. Alors, vous diriez l'humanité de l'autre et dont on n'a pas à se départir. Je dirais deux choses.
la première particularité du patient dément, enfin de la première, j'en sais rien, mais enfin une particularité du patient dément, c'est que finalement on en est doublement responsable. On en est responsable parce que sans nous, il ne vit pas. Parce que très simplement, si on ne lui donne pas à manger, il meurt. Et puis la deuxième responsabilité, c'est qu'il ne peut pas nous échapper. C'est-à-dire que quiconque ici n'est pas content de son médecin, de son appartement, de son conjoint, de l'école de ses gamins ou que sais-je encore, il peut plus ou moins facilement, mais enfin il peut échapper et changer la situation. Le patient dément, s'il n'est pas satisfait avec le voisin, avec l'infirmière, avec la nourriture de l'EMS, il ne peut pas y échapper. Donc il y a cette espèce de double responsabilité qui est la nôtre, c'est que sans nous il ne peut pas vivre et il ne peut pas nous échapper. Il me semble que ceci fait aussi un petit peu écho alors dans les histoires de parole avec ce que vous disiez. Ce que je trouve intéressant, c'est que vous parliez d'alliance tout à l'heure, et d'alliance imposée par Dieu. Et là, en l'occurrence, l'alliance avec le patient, elle est imposée par la maladie, mais elle est aussi imposée par le soignant, mais elle est bien en tout cas pas du patient, de manière générale. En tout cas, pas immédiatement et clairement. Et pour faire écho à ce que vous disiez de Paul, ce qui me frappait comme ça, c'était que si on entend ce qui est dit, les paroles prononcées, on a juste envie de dire, ben écoute, circuler, il n'y a rien à voir. C'est pas pour nous. Et finalement, il y a que 7 lits, je crois, dans la structure. Vous ne devez pas avoir de peine à le remplir. Donc, s'il y en a un qui ne veut pas rester, qu'il aille voir ailleurs. Et la question, c'est peut-être et probablement d'entendre le sens de ce qui est dit derrière ce qui est dit. Et le sens de ce qui est dit n'est évidemment pas dit. Et là est probablement la difficulté. C'est peut-être encore plus difficile que pour le patient dément, parce que le patient dément, il ne dit pas. Donc, comme il ne dit pas, on se trompe moins que s'il dit quelque chose qui a du sens au point de vue linguistique, mais qui a un sens inverse au niveau symbolique. Et quant à la peur, alors là, je ferai juste une petite remarque pour dire que pour moi, ce sont deux peurs vraiment totalement différentes. La peur de Paul que vous pouviez ressentir, enfin, on a ressenti que vous l'aviez ressenti, en tout cas, enfin, il me semble, c'est finalement une peur que je connais assez bien pour avoir fait un bout de psychiatrie pour adolescents ou pour avoir fait des gardes en ville où on se trouve dans des situations improbables, avec des situations où on fait surtout très attention d'être entre le patient et la porte. Mais donc là, on a une peur, je dirais, qui est une peur un peu vitale, enfin, j'entends une peur de sauvegarde de soi. La peur de la démence, finalement, c'est une peur de ma projection de moi dans la situation de l'autre, qui pour moi n'a rien à voir. Enfin, d'autant plus que, comme je vous le disais à la pause, moi ça me fait pas tellement peur. je me dis peut-être une fois on s'occupera de moi, c'est pas si mal finalement. et j'aurais pas grand-chose à décider, ce qui est pas si mal. Enfin, c'est volontairement un peu caricatural, mais c'est pas quelque chose qui, en tout cas personnellement, m'effraie. Mais c'est peut-être le fait de les côtoyer depuis des années qui me fait dire que finalement, alors c'est certainement très différent de ce que je vis et du monde de maîtrise que je vis et du monde de réflexion et d'analyse que je vis, bien sûr, mais c'est pas un monde qui me fait peur. Enfin, c'est pas l'horreur incarnée, la démence pour moi. Moi, dans la démence, n'est pas quelque chose du domaine de l'horreur incarnée. Tandis que le fait de prendre une chaise par la figure, ça m'embête un peu quand même. Vous avez théorisé à partir de ça. Pas forcément à partir de la peur, mais vous avez quand même construit une thèse. Oui, mais une thèse à propos. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais certainement, bien sûr. Tout ceci prend du sens. Et ce que je dis souvent, c'est que pour moi, vraisemblablement, le fait de faire cette réflexion philosophique c'est une manière de rendre la démence intéressante. Parce que la médecine auprès de patients déments, finalement, si on s'en tient compte, si on ne s'en tient que au Betty Bossy, enfin, j'entends au livre de recettes, et qu'on ne s'interroge pas beaucoup sur le sens de tout cela,
En tout cas, ça ne m'aurait pas satisfait suffisamment pour que je continue à en faire. Et cette recherche sur le sens de qu'est-ce qui est en train de se passer entre lui et moi, et entre la famille et moi, et entre les soignants et moi, et entre moi et moi, je trouve que c'est un des éléments qui donne du sens à ce travail, enfin, j'entends qui donne du sens au-delà du faire, au-delà du fait de faire mon travail d'artisan, et voilà. Mais j'imagine que c'est la même chose chez vous. C'est pas juste des sales gamins. Pour répondre à la première partie de la question, il existe une histoire des sex toys qui a été rédigée par une Américaine. C'est assez marrant de lire cette histoire. Déjà, c'est marrant de savoir que celui qui a inventé le premier sex toy s'appelait Vigouroux. Je trouve que en soi, c'est drôle. Et c'est dans l'invention, ça va dans la découverte de l'électricité. Donc il y avait des enfin, il ne faut pas imaginer les petits objets. C'était des trucs électriques, donc et c'était utilisé sur prescription médicale. C'est-à-dire que les braves dames, souvent hystériques, allaient voir leur médecin généraliste qui leur appliquait l'appareil et ce qui est drôle, c'est que donc cette historienne américaine dit que maintenant il n'y a plus d'hystérique. Normal, puisqu'il y a des appareils qui permettent à chacune de trouver... Non, mais je trouve que c'est intéressant de voir qu'elle fait toute une histoire pour arriver et que ça se vendait sur des petits placards publicitaires, un peu comme la machine à coudre Singer, le sextoy machin, mais c'était des trucs qui valaient une fortune et c'était les médecins qui devaient l'appliquer et donc qui devaient contenter ces dames. Et c'est vrai que ça pose la question de l'alliance thérapeutique quand même, je trouve. Et à un moment, ils se sont rendus compte, les médecins, que certes, ils se faisaient des couilles en or, c'est peut-être pas l'expression, mais ça rapportait, mais quand même. Donc, ils ont cherché des aides, pas soignantes, mais des aides pour le faire à leur place. Et donc, c'est une histoire tout à fait passionnante, parce qu'à un moment donné, il y a Freud qui va les rencontrer, Charcot, et tout ça, et que ça résout rien. Pour revenir à cette question-là, j'avais un peu ça dans les histoires d'alliance thérapeutique, parce que quand même, c'est un peu... On peut suivre la piste qui Storba, Grinson, etc. Mais il y a aussi toute l'histoire de l'évaluation des psychothérapies. Et là, c'est loin d'être net quand même. Ce Henzenk là qui dit que toutes les thérapies, au fond, c'est pareil. Ce qui fait la différence, c'est la qualité de l'alliance thérapeutique et que tout le monde se met à chercher et qu'on dit c'est la même chose. Or non, c'est pas la même chose. Si, j'ai utilisé les thérapies systémiques parce qu'avec Marie, on a une histoire autour des thérapies systémiques. Mais quand même, c'est pas pareil le transfert. Quand même, le transfert négatif, c'était quand même pas pareil. Or, si on part de l'alliance thérapeutique, et si par exemple, le Guelfi, qui est publié en 87, qui est psychiatrique et chez Fondamental, il ne parle pas d'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique en France, dans la littérature psychiatrique française, c'est 95-2000. C'est les systémiciens qui commencent à l'utiliser. Et aujourd'hui, dans ce qui sort, on parle de plus en plus d'alliance thérapeutique. Or, dans quel contexte parle-t-on, hors psychanalyse, avec tout le travail que certains font, on en parle autour de la psychoéducation. C'est-à-dire dans un registre très très particulier, où on ne va pas se faire chier à interroger le transfert, où on est dans le truc positif. C'est ça qui est titillant là-dedans. L'histoire, elle se croise tellement qu'on finit par voir qu'à un moment, c'est un outil qui est utilisé pour contrer la psychanalyse. C'est la mission américaine qui dit non, enfin, c'est extraordinaire comme truc. La mission américaine qui finance, elle dit ça coûte beaucoup trop cher et c'est pas efficace pour les psychoses. Le mec, là, le comportementaliste, il fait un test, il fait pas un test sur le comportementalisme, il fait un test sur la psychanalyse. Et il dit, ben non, la psychanalyse, c'est moins efficace que les guérisons spontanées. Pour les névroses. Il ne fait pas le truc sur les psychoses dont parlait la commission américaine, il fait le test sur les névroses. Et toute la communauté psychiatrique embraye le pas sur l'alliance thérapeutique. Dire c'est quand même pas rien cette histoire-là. C'est quand même si on peut dire oui qu'il y a des gens qui sont c'est pas adapté, il y a quand même quelque chose
c'est pas neutre l'utilisation qui est actuellement faite, je trouve, de l'alliance thérapeutique. Mais bon, là, on sort du contexte, peut-être. Je te laissé parler, parce que il y avait... Merci beaucoup à vous trois pour avoir réagi aux questions.